Bonjour, dans cette capsule-ci, on va faire l'évaluation critique, la perspective de Kant en éthique ou la morale du devoir de Kant en éthique et les critiques ou les éléments d'évaluation critique concernent deux aspects, disons deux grandes catégories. Il y a au niveau de la pratique et il y a des critiques au niveau des fondements. Sur le rôle attribué à la raison. Je commence par les critiques qui touchent plus la pratique parce que c'est plus facile de voir ces controverses-là et ces critiques-là. Après ça, je vais y aller avec les fondements au niveau du rôle attribué à la raison. Première critique qui est adressée, c'est qu'il peut y avoir parfois conflit entre deux devoirs. Supposons qu'on se demande, est-ce que je dois dire la vérité? Pour Kant, on doit dire la vérité parce que si je prends à titre de test une règle qui viendrait dire on doit mentir, ben si tout le monde doit mentir, non seulement on ne peut plus réussir à tromper, mais en plus, si tout le monde doit mentir, c'est contre les intérêts de l'humanité. Donc, on doit dire la vérité. Là, si tout le monde doit dire la vérité, universalisation, ça passe. Ça ne détruit pas l'humanité, c'est pas contre les intérêts de l'humanité non plus, et c'est pas impossible de dire la vérité. Naturalisation, est-ce que c'est honteux de dire la vérité? Non, pas du tout. Puis si on change de place, les autres me disent la vérité, je serais pas offusqué. Bon, donc, dire la vérité, ça passe. Préserver la vie d'autrui aussi, ça passe les trois fils. Donc, préserver la vie d'autrui aussi est un devoir. Un cas qui était soumis à Kant par Benjamin Constant, puis a été repris par des penseurs aussi au 20e siècle en variant un peu avec en prenant, en contextualisant avec l'Allemagne nazie, mais du 18e siècle, bien avant, Benjamin Constant avait formulé quelque chose comme ça face à Kant. Une critique, c'est de dire, bon bien, il peut y avoir des fois conflit entre deux devoirs. Par exemple, supposons que quelqu'un est poursuivi par des gens qui veulent lui casser les jambes parce que, je sais pas, il leur doit de l'argent ou il est poursuivi si c'est par des nazis ou par, bon, etc. Mais je vais prendre l'exemple de Benjamin Constant. Il disait, bon, ben, supposons, l'individu arrive, frappe à votre porte, il est poursuivi, il va se cacher dans votre sous-sol. Ensuite, les gens qui le poursuivent frappent à la porte et vous demandent, est-ce que vous avez vu machin? Là, vous faites face à deux devoirs contradictoires. D'un point de vue kantien, vous devriez dire la vérité, mais vous devriez aussi préserver la vie. Vous savez que là, les autres veulent lui casser les jambes, supposons. Mais là, si vous dites la vérité, oui, je l'ai vu, il vient d'entrer, il a été se cacher au sous-sol, troisième porte à gauche, vous descendez l'escalier, vous devriez le trouver là. Vous ne préservez pas sa vie, ou en tout cas, surtout s'il va lui casser les jambes, peut-être qu'il va être encore en vie, mais il va être blessé. Donc, Benjamin Constant disait, ben voilà, des fois, il peut avoir deux devoirs. Donc, il pourrait être correct, dans ce cas-ci, par exemple, de mentir par humanité, pour sauver une vie, etc. Je vous donne la réponse de Kant et des kantiens face à ça. La réponse de Kant, c'est qu'il disait, non, même dans un cas comme ça, on doit suivre tous les devoirs. Donc, on doit aussi dire la vérité. Et là, vous pouvez être en accord ou en désaccord avec Kant. Vous pouvez peut-être trouver qu'il joue du violon pour essayer de s'en sortir, mais je vous donne sa réponse, vous en penserez ce que vous voudrez. Mais Kant disait, supposons que je mens cette fois-là pour sauver mon ami qui est caché dans le sous-sol. En fait, pourquoi est-ce que je mentirais? Je mentirais parce que je ferais le pari que je suis maître des conséquences et qu'en mentant, je préserve la vie de mon ami. Mais quand le point qu'il soulève, c'est qu'il va dire, on ne sait pas tant que ça ce qui va se produire réellement. Peut-être que les individus arrivent, frappent à la porte, ils me disent, est-ce que vous avez vu l'individu? Et il va dire, peut-être que là, je pourrais mentir et dire, ah oui, je l'ai vu, il est parti par là-bas, pour les envoyer sur une fausse piste pendant que l'ami est caché dans le sous-sol. Mais quand on va dire, le problème, c'est qu'en faisant ça, peut-être que mon ami qui était caché dans le sous-sol s'est rendu compte que les gens qui le poursuivent viennent frapper à la porte. Il va se dire, ben, il n'est pas complètement con, là. Il se doute que s'il frappe à la porte, c'est parce qu'ils l'ont sûrement vu entrer, donc même
même si la personne en haut ment pour les tromper, s'ils l'ont vu, ils vont fouiller la maison. Donc, ça se peut très bien que cet ami-là essaie de sortir par une fenêtre du sous-sol pour s'enfuir et qu'à ce moment-là, si on ment en disant « il est parti par là-bas », bien finalement, les individus ressortent de la maison, arrivent face à face avec l'ami qui est en train de sortir par la fenêtre du sous-sol et c'est en mentant pour pour sauver sa vie que finalement on lui nuit. Donc Kant ici, on peut se dire, ouais, mais c'est peut-être un peu joué avec beaucoup de peut-être, d'hypothèses, de suppositions. Le point, et vous pouvez être en désaccord, là, mais le point que Kant veut soulever, c'est qu'on n'est pas si maître des conséquences. Peut-être qu'en mentant pour sauver mon ami, c'est là que je vais l'entraîner à sa perte, parce peut-être que les personnes vont arriver face à face avec lui qui est en train de sortir par la fenêtre du sous-sol et pouvoir écraser à terre, puis ils vont juste avoir à le tabasser. Peut-être qu'au contraire, c'est en disant la vérité, oui, il est caché dans le sous-sol, que les individus seraient descendus dans le sous-sol, auraient commencé à fouiller et que l'ami aurait sorti par une fenêtre du sous-sol et pendant qu'il fouillait, aurait eu le temps de s'enfuir. Peut-être que c'est en disant la vérité, finalement, qu'on aurait sauvé davantage notre ami ou qu'on lui aurait davantage permis de s'enfuir, finalement. Donc, le point ici que Kant soulève, c'est qu'il dit, puisqu'on ne connaît pas les conséquences réelles qui vont découler d'une parole ou d'une action, bien, on est mieux de ne pas modifier des devoirs qui ont une valeur universelle pour tout simplement des contextes où on ne maîtrise pas de toute façon la suite des choses. Ça, c'était la réponse de Kant. Il y a deux alternatives quand même qui ont été formulées face à ça. Donc, il y a des personnes qui sont d'accord avec Kant, qui vont maintenir sa position. Il y a d'autres personnes qui ont formulé des alternatives. Deux alternatives, une qui est formulée par un philosophe Hare et un autre par un philosophe allemand, Jürgen Habermas, au 20e siècle. L'alternative de Hare, c'est de dire, bien, lorsqu'on est en présence de deux conflits, comme deux devoirs qui sont en conflit, on doit tout simplement faire une hiérarchie et prendre le devoir qui nous semble le plus important. Donc, dans ce cas-ci, entre dire la vérité ou préserver la vie, on devrait faire passer la vie avant dire la vérité. Ça, c'est une alternative, mais qui elle-même peut faire l'objet de critiques. Pour les kantiens, purs et durs, ceux qui restent dans la lignée de Kant, ils vont être en désaccord avec ça parce qu'ils vont dire, ben, si on fait une hiérarchie, on réintroduit de la subjectivité. Et dans le fond, c'est ma subjectivité qui va venir dire lequel des deux devoirs dans le conflit je trouve le plus important ou le moins important. C'est sûr qu'entre dire la vérité ou mentir et sauver la vie de quelqu'un ou pas, on va s'entendre probablement assez bien pour dire que la vie est plus importante que le fait de mentir ou pas. Mais concrètement, la façon que les choses se présentent, habituellement, on n'est pas devant des dilemmes aussi tranchés, là. C'est rare que c'est vraiment la vie réellement d'une personne qui est en jeu, là. Tu sais, je pense pas que dans le dernier mois, il y a eu beaucoup de vies qui étaient réellement, littéralement en jeu par vos choix, là. Donc, ce que les partisans de la position kantienne vont faire ressortir, c'est qu'ils vont dire, ben, finalement, on risque de choisir en fonction beaucoup plus de nos émotions du moment. Puis nos émotions du moment sont pas un gage très ferme d'un choix moral. Par exemple, si je me dis, ben, j'ai le choix entre dire la vérité ou ne pas blesser psychologiquement quelqu'un. Tu sais, disons, si quelqu'un vous dit, est-ce que tu trouves que c'est joli, je sais pas, ce que j'ai fait là, puis la vérité, c'est non, c'est affreux. Là, on pourrait dire, est-ce que je lui dis la vérité que c'est affreux ou j'essaie de cacher la vérité pour pas blesser la personne? C'est pas la blesser physiquement, là, c'est pas lui donner des coups de barre de fer, mais c'est est-ce qu'on, psychologiquement, moralement, est-ce qu'on
Ben, dans un cas comme ça, finalement, c'est notre sensibilité, notre subjectivité, notre appréciation du moment, notre appréciation de l'autre personne. C'est plein de choses qui ne sont pas universelles, qui vont varier. Donc, les partisans d'une approche stricte, kantienne, vont dire cette alternative-là de faire une hiérarchie entre les devoirs, elle ne tient pas parce que la hiérarchie, comment est-ce qu'on la fait? On la fait avec des critères extrêmement variables et peu fiables. Donc, certains vont rejeter cette alternative-là. Deuxième alternative qui a été proposée face à ça, c'est de dire, bien, on devrait non pas essayer d'universaliser des situations générales, mais chercher à universaliser des types de situations. Donc, par exemple, au lieu de dire on doit mentir ou on ne doit pas mentir, ce qui conduit à dire la vérité, même si c'est quelqu'un qui se fait poursuivre par des gens qui veulent tuer la personne, dans l'exemple là, que je vous mentionnais tantôt, dans l'alternative qui a été proposée par un philosophe allemand qui s'appelle Jürgen Habermas. Dans l'alternative d'Habermas, ça veut dire on peut y aller par type de situation. Par exemple, dire on doit mentir pour sauver une vie. Donc là, c'est sûr que si on dit on doit mentir pour sauver une vie, là, universalisation, si tout le monde doit mentir pour sauver une vie, ça ne détruit pas l'humanité, c'est pas impossible, puis c'est pas contre les intérêts de l'humanité. Naturalisation, c'est pas honteux de mentir pour sauver une vie, nécessairement. Puis réversibilité, si c'est quelqu'un qui ment pour sauver notre vie, on ne sera pas offusqué. Donc, certains vont dire, OK, voilà. OK, pour mieux voir cette deuxième alternative-là et les critiques adressées à cette deuxième alternative-là, celle de Habermas, j'y vais avec un sujet qui est controversé, là, je prends volontairement ce sujet-là controversé parce qu'on le voit mieux. Supposons qu'on prenne la question de l'avortement. Donc, pour les kantiens, au sens strict, ils vont considérer que l'avortement est immoral parce que si on universalise, si on en fait une règle d'action et qu'on dit tout le monde doit se faire avorter, bon, tout le monde, ça va être juste les femmes, là, pas les hommes, mais donc si toutes les femmes doivent se faire avorter, il n'y a plus de naissance. S'il n'y a plus de naissance, tôt ou tard, ça détruit l'humanité. Donc, pour les kantiens, au sens strict, ceux qui adhèrent dans la première formulation là, à la morale du devoir telle que formulée par Kant, pour eux, l'avortement est immoral, inacceptable et devrait être interdit, pénalisé, comme l'équivalent d'un meurtre. Donc, parce que si tout le monde le fait, ça détruit l'humanité. Pour les partisans de l'alternative d'Habermas, ce qu'ils vont dire, c'est qu'ils vont dire, oui, mais c'est pas parce qu'on permet l'avortement que tout le monde va se faire avorter et que ça va détruire l'humanité. Au Canada, l'avortement est permis, c'est une possibilité, mais ça ne détruit pas l'humanité nécessairement, dans la mesure où ce n'est pas tout le monde qui va se faire avorter simplement parce que c'est permis. Donc, les partisans de l'alternative d'Habermas vont dire que ce n'est pas parce qu'on permet quelque chose que les gens vont se sentir obligés de l'appliquer dans leur propre vie. Donc, ce n'est pas parce que c'est permis que ça va détruire l'humanité. Donc, ici, ils vont plutôt formuler en mettant des types de situations. Par exemple, ils vont dire, bien, on doit se faire avorter si les circonstances ne sont pas favorables. Donc, si on le formule comme ça, c'est sûr que si on dit on doit se faire avorter quand les circonstances ne sont pas favorables, là, c'est plus impossible. Ça ne détruit pas l'humanité parce que ce n'est pas toujours que les circonstances ne sont pas favorables. Et ensuite, ben, ce n'est pas nécessairement contre les intérêts de l'humanité si réellement les circonstances ne sont pas favorables. Il peut toujours y avoir débat là, sur qu'est-ce qu'une circonstance favorable ou non, mais disons pour les partisans de l'alternative d'Habermas, présenté comme ça passe. Naturalisation, si réellement les circonstances ne sont pas favorables, ça passe aussi. Et réversibilité, mais dans un cas comme ça ne s'applique pas. Donc, sur cette alternative-là, là aussi, il y a un débat. Là, si je prends le côté des partisans de l'éthique kantienne, au sens strict, ils vont dire, bien, il y a quelque chose du point de vue des partisans de l'éthique de Kant, là, de leur point de vue, ils vont dire, il y a quelque chose d'un peu hypocrite. Parce que c'est comme si on disait, on prétend utiliser notre raison
avec des règles d'universalisation pour fonder ce qui est moral ou non, tant que ça fait notre affaire, mais si ça ne fait plus notre affaire, on change les règles pour que ça coïncide. Ils vont dire, dans le fond, à l'époque de Kant, on acceptait que c'était immoral, par exemple, d'interrompre une grossesse. Mais ils vont dire, là, vu qu'on est dans des sociétés où, en Occident, la plupart de nos sociétés acceptent légalement que ça soit possible, ils vont dire, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de changer finalement la méthode de Kant pour continuer à se réclamer de la raison et continuer à se réclamer d'un devoir, d'une déontologie, mais en transformant la méthode pour qu'elle donne les résultats qui, comme par hasard, correspondent à notre propre culture. Donc, du côté des critiques, ici, ils vont dire l'alternative d'Habermas est finalement une hypocrisie où, quand les résultats font notre affaire, on dit voilà, c'est ce que la raison nous dit. Puis quand les résultats ne font pas notre affaire, on change l'application pour que la réponse, finalement, en vienne qu'elle corresponde à notre culture occidentale contemporaine. Ils vont dire, ben finalement, ce qui détermine, c'est pas la raison, c'est notre culture. Puis on change les règles du jeu pour que ça marche. Donc ici, là, c'est l'autre critique aussi qui est adressée à l'alternative d'Habermas, c'est-à-dire, si on formule les règles d'action selon des types de situations ou des contextes, en disant, par exemple, on doit se faire avorter si les circonstances ne sont pas favorables, ou on doit mentir pour sauver une vie. Certains vont dire, ben finalement, on est en train de renier le point de départ kantien qui était d'avoir des impératifs catégoriques, parce que là, on a des impératifs hypothétiques, c'est une raison stratégique, c'est on doit mentir stratégiquement pour sauver une vie. On doit se faire avorter stratégiquement parce qu'on estime que les circonstances ne sont pas les bonnes, parce qu'on veut choisir, etc. Donc, je vais tout simplement vous présenter là, les deux points de vue. La perspective, en fait, il y a même 3 points de vue ici. Perspective de Kant, telle quelle, c'est des règles générales d'action. On ne doit jamais mentir, jamais d'avortement, jamais d'atteinte à la dignité d'une autre personne, etc. Dans les alternatives de R, c'est que quand il y a 2 éléments qui nous semblent en conflit, on doit établir une hiérarchie. La critique de cette alternative-là, c'est de dire, ben, finalement, comment est-ce qu'on va l'établir, la hiérarchie? On va l'établir selon nos sentiments. Donc là, c'est plus une éthique du devoir selon notre raison, c'est finalement notre sentiment qui nous fait mettre en interaction finalement les devoirs, puis leur mettre un poids relatif selon ce qui nous plaît. Donc, certains vont dire, ben, c'est ramener de l'arbitraire. Deuxième alternative, celle d'Habermas, c'est-à-dire on va universaliser non pas des règles d'action générales, on doit ou pas mentir, on doit ou pas dénigrer, on doit ou pas se faire avorter, etc., etc. Donc, dans l'alternative d'Habermas, on va dire on va universaliser des types de situations. On doit ou pas mentir, mais pour sauver une vie. On doit ou pas mentir, mais pour ne pas blesser quelqu'un. On doit ou pas se faire avorter, mais pour X raison, etc. Donc, ça, c'est une alternative. Et un argument qui est avancé par les partisans de cette alternative-là, c'est de dire c'est pas parce que certaines personnes vont le faire dans certaines circonstances que ça détruit l'humanité, puisque tout le monde, concrètement, ne le fera pas. Alors que dans la perspective de Kant, même si c'est pas tout le monde qui va le faire, le fait d'imaginer qu'est-ce qui se passerait si tout le monde devait le faire est justement ce qui venait valider que c'était acceptable ou pas. Mais à ce moment-là, si on veut faire la critique, ou la critique qui est adressée à cette alternative-là, formulée par Habermas, c'est de dire, oui, mais c'est carrément une autre perspective qui vient renier finalement la perspective kantienne parce que c'est plus de l'impératif catégorique, c'est de l'impératif stratégique, hypothétique. Et c'est renier l'universalisation pour tout simplement prendre la contextualisation selon ce qui fait notre affaire ou pas, selon notre culture. Donc certains vont dire, ben finalement, le fait que certains souhaitent
conserver une approche soi-disant déontologique, mais en changeant les fondements pour faire en sorte que la réponse coïncide avec notre culture. Certains vont dire, ben voilà, ça met en lumière finalement l'hypocrisie de notre référence à la raison. C'est plus la raison catégorique qui nous dit voilà les devoirs qui doivent être faits. C'est tout simplement une raison stratégique où on se sert selon les critiques, là, où on se sert d'une méthode, mais en modifiant la méthode pour que ça donne les résultats finalement qui coïncident avec notre culture. Donc, certains vont dire que c'est tout simplement finalement l'arbitraire de la culture qui cherche à s'imposer sur d'autres, alors que Kant n'aurait jamais accepté le mensonge ou l'avortement ou la tromperie ou la duperie, peu importe les circonstances. Donc, certains vont dire, ben voilà, on change les devoirs pour que ça coïncide finalement avec notre feeling culturel. Donc, ça, c'est une critique ici qui est adressée à cette alternative-là. Donc, ça, c'est des éléments critiques qu'il y a dans la mise en pratique de Kant. Certains vont dire que c'est trop absolutiste. Refuser tout le temps tout avortement ou refuser tout le temps tout mensonge, alors qu'en temps de guerre, en temps de préserver la vie, peut-être que mentir serait correct, ou l'avortement, ben c'est pas parce que certaines personnes vont le faire que ça détruit l'humanité, ben c'est pas tout le temps. Donc certains, ici, vont dire la perspective de Kant, elle n'est pas juste catégorique, elle est trop absolutiste, parce qu'elle n'accepte pas qu'il puisse y avoir des circonstances contextuelles différentes qui pourraient justifier. D'où les deux alternatives. Mais les deux alternatives, faire une hiérarchie ou essayer de contextualiser les règles d'action, ces deux alternatives-là font elles-mêmes l'objet de critiques parce que certaines personnes vont dire c'est introduire de l'arbitraire. Ça vient tout simplement saper les fondements et la méthode qui était soi-disant basé sur une application de notre raison pour remettre ça finalement au feeling. Passons maintenant à la deuxième catégorie de critiques adressées à l'approche déontologique kantienne. C'est des critiques, dans cette catégorie-là, des critiques qui sont dirigées vers les fondements de l'approche kantienne et en particulier la prétention de pouvoir fonder l'éthique ou la moralité entièrement sur la raison. Donc, ces critiques-là ne constituent pas des rejets de la raison. Là, ça serait toujours un peu inquiétant si les critiques prônaient tout simplement un rejet de la raison. C'est pas ça. Mais ces critiques-là veulent mettre en relief, dans le fond, que la raison dépend elle-même d'autres conditions d'exercice, d'autres conditions d'existence, et de vouloir faire comme si l'éthique ou la moralité pouvait se fonder entièrement sur la raison est problématique et discutable aussi. Mais c'est la prétention de l'approche kantienne. Dans le fond, l'approche kantienne consiste à dire on peut mettre de côté toute référence à des traditions, à la culture, etc., pour fonder les devoirs uniquement sur la raison, avec une méthode, celle de Kant, essayer de passer par l'universalisation, naturalisation et réversibilité. Ça, c'est la prétention de Kant et des partisans de l'approche kantienne, de dire on peut fonder entièrement sur la raison notre moralité ou l'éthique. Je vous mentionne une première critique de ce type d'approche-là, une critique qui est bien formulée, bien articulée par un philosophe néerlandais, Herman Dooyeweerd. Je ne suis pas certain de la prononciation, là, D-O-O-Y-E-W-E-E-R-D, Dooyeweerd, donc néerlandais. Prononciation à vérifier. C'est un philosophe du 20e siècle, un spécialiste du droit, spécialiste aussi de la jurisprudence. Il vient d'un horizon néo-calviniste, approche, regard néo-calviniste. Et dans un livre intitulé « Au crépuscule de la pensée occidentale » et qui a pour sous-titre, de façon assez révélatrice, pour sous-titre « Enquête sur l'autonomie supposée de la pensée philosophique ».
Donc, dans ce petit livre-là, Herman, philosophe néerlandais, examine dans le fond les différentes articulations philosophiques de la pensée au travers des époques et il relève que dans le fond, à chaque fois qu'on va vouloir s'appuyer sur la raison, ce qui est assez commun là, dans les approches philosophiques, évidemment, d'utiliser la raison, d'utiliser l'argumentation, etc., il va mettre en relief que chaque fois qu'on fait ça, oui, on fait intervenir la raison, oui, on fait intervenir des justifications, des arguments, etc., mais à chaque fois, il y a des présupposés et on ne peut jamais être neutre à l'égard des présupposés. Donc, vouloir prétendre fonder la morale ou l'éthique sur une pure raison, comme Kant prétend le faire, c'est une illusion dans la mesure où il n'y a pas ou il n'y aurait pas de pure raison. La raison elle-même, notre faculté de juger, elle-même s'appuie sur différents présupposés. Je vais y aller, c'est un peu abstrait là, sans doute, je vais y aller avec un exemple concret et je vais prendre un exemple volontairement là, controversé. C'est pas par plaisir de la controverse, c'est encore une fois parce que je pense que c'est plus facile de voir les enjeux et les implications quand il y a quelque chose de controversé. Les critiques de Kant donc vont dire la façon que Kant recourt à la raison, c'est une manière presque absolutiste parce qu'il admet aucune exception, aucun contexte, mais aussi c'est avec une façon d'utiliser la raison qui doit être catégorique. Il enlève toute considération contextuelle ou stratégique, qui doit être catégorique et qui devrait être considéré comme un absolu. Et déjà là, certains vont dire, bien, c'est comme si Kant était en train de diviniser la raison, comme si ce qui apparaît comme raison catégorique, et là, catégorique selon la définition de Kant, devait être considéré ensuite comme un espèce d'absolu presque divin auquel la moralité devrait nécessairement s'y conformer. Et remarquez que lorsqu'on regarde les textes de Kant, Kant va lui-même, ça nous surprend pour nous là, au 21e siècle, mais quand on regarde Kant, qui est un philosophe des Lumières, qui recourt à la raison, quand on regarde ses textes, il parle lui-même de développer une religion de la raison. Donc, le langage utilisé par Kant est très assumé. Il présente la raison comme une religion. Donc déjà, au niveau des critiques, il y en a qui vont remarquer qu'il y a une espèce d'absolutisme ou une divinisation de la raison qui est faite. Ça reste encore abstrait. Je vais y aller donc avec un exemple volontairement controversé. Supposons qu'on prend le cas, par exemple, tuer. Est-ce que tuer est acceptable ou non? Et supposons qu'on prend la perspective de Kant. Premier critère, universalisation. On imagine si tout le monde a l'obligation de tuer, ça détruit l'humanité. Donc, tuer est moralement mal, c'est incorrect. Jusque-là, c'est pas trop controversé. Généralement, on est d'accord que tuer n'est pas souhaitable d'un point de vue éthique. Si on prend la même chose avec l'avortement, je l'ai mentionné, eh bien là, pour Kant et les partisans de l'approche kantienne au sens strict, ils considèrent que l'avortement est l'équivalent d'un meurtre et que c'est éthiquement répréhensible. Mais quelle est la justification d'un point de vue kantien? C'est que si on en fait une règle universelle, que toute personne doit procéder à l'avortement, ça conduit à l'extermination de l'humanité. Donc, puisque ça détruit l'humanité, ultimement, si tout le monde est obligé de suivre la règle ne peut pas être acceptable. Là, il y a les controverses pratiques que j'ai déjà mentionnées. Je prends un autre cas qui va être aussi controversé. Si on prend la contraception, est-ce que la contraception devrait être considérée comme acceptable ou non? Eh bien là, encore là, pour Kant et les partisans d'une approche kantienne, ça va être la même considération. Pour Kant et les partisans de l'approche kantienne, la contraception serait
immoral. Parce que, encore là, si tout le monde a l'obligation en tout temps, tout le temps, toujours d'utiliser la contraception, il n'y a plus de naissance. Donc, ultimement, ça détruit l'humanité. Et là, dans ceux qui vont dire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, justement, d'absolu dans cette utilisation de la raison? C'est qu'ils vont dire, pourquoi est-ce que juste pour un principe de la raison, en supposant que tout le monde recourt à la contraception, que là, ça amènerait l'extermination de l'humanité, pourquoi est-ce que ça devrait faire une règle que la contraception est nécessairement immorale? Parce qu'ils vont dire, dans les faits, ça ne veut pas dire que tout le monde va tout le temps utiliser la contraception. Quelqu'un pourrait décider que ce n'est pas le bon moment, mais que ça le sera plus tard d'avoir des enfants. Déjà là, si j'y vais avec la critique qui dit l'utilisation qu'on fait de la raison dépend toujours d'arrière-plan. Parce que si l'arrière-plan, c'est d'utiliser comme critère de ce qui semble raisonnable ou non, le fait de dire va être raisonnable seulement ce qui peut être fait par tout le monde tout le temps, eh bien là, OK, l'avortement et la contraception sont les deux déraisonnables si c'est ça le critère de la raison. Mais pour d'autres, par exemple, ceux qui vont, les chrétiens ou les juifs vont considérer que l'avortement est l'équivalent d'un meurtre, mais ils ne vont pas considérer que la contraception est mal, parce que la contraception ne vient pas mettre fin à une vie, c'est juste faire en sorte qu'il n'y ait pas procréation, alors que l'interruption volontaire de la grossesse est une interruption d'un fœtus de quelque chose qui a été engendré. Donc là aussi, si le présupposé n'est pas la raison, si tout le monde le faisait, mais si c'est, par exemple, pour ceux qui ont comme arrière-plan de ce qui va être raisonnable ou non une croyance religieuse, là, l'avortement pourrait être mal, mais la contraception ne pas être mal. Si on va dans une autre présupposition, un autre arrière-plan, je varie, quelqu'un pourrait tout simplement avoir un arrière-plan purement matérialiste, purement athée, et à ce moment-là, il pourrait dire, bien, j'ai utilisé comme critère la capacité à ressentir. Si la personne utilise comme critère la capacité à ressentir, il n'y a rien d'immoral dans la contraception dans la mesure où on ne tue pas personne et on n'interrompt aucun déroulement ou évolution d'un être ayant une capacité de ressentir. Mais si notre arrière-plan, c'est la capacité à ressentir, l'avortement, de ce point de vue-là, ne serait pas mal non plus et ça ne serait pas déraisonnable non plus, parce que la critique, c'est de voir est-ce qu'il y a qu'un fondement ou non à la raison. Bien là, si l'arrière-plan est purement matérialiste, ça ne serait pas déraisonnable, parce que là, c'est pas tout le monde qui va le faire ou non. C'est pas est-ce qu'on se conforme à une règle qu'on aurait reçue ou pas, dans la deuxième catégorie, mais là, ce serait est-ce qu'on fait souffrir? Bien, si on considère que l'avortement est fait avant qu'il y ait un développement trop élaboré. Là. C'est habituellement, il y a un laps de temps pour que l'avortement puisse être pratiqué dans les sociétés occidentales. Bien, si le critère ou l'arrière-plan, c'est la capacité à ressentir, là, ça ne sera plus la même chose qui va sembler raisonnable ou non. Donc, la critique ici, face aux présupposés, consiste à dire dans le fond, il n'y a pas une raison absolue. C'est que, d'un point de vue humain, ce qui va nous sembler raisonnable ou pas dépend de nos présupposés. Si notre présupposé implique une croyance religieuse, ce qui va être raisonnable, c'est ce qui va être conforme à ces paroles-là ou à les prescriptions. Ce qui va être déraisonnable, c'est ce qui va être contraire. Ça, c'est si on a une croyance avec les présupposés qu'il y a une création, qu'il y a une intervention divine. Si au contraire, notre croyance ou notre présupposé, c'est qu'il n'existe que de la matière, qu'il n'y a rien d'autre que de la matière, bien là, si le critère devient la capacité à ressentir, bien, s'il n'y a pas de capacité à ressentir, il n'y a pas quelque chose de déraisonnable à agir sur quelque chose qui n'a pas de capacité à ressentir.
l'autre cas de l'avortement. Et si le critère de ce qui est raisonnable ou non, c'est qu'est-ce qui se passerait pour l'humanité si tout le monde le faisait, ce qui est le critère de Kant, eh bien là, c'est plus la capacité à ressentir, c'est plus est-ce qu'on se base sur une tradition, une croyance religieuse, c'est un exercice de pensée. Si tout le monde le fait et que ça engendre la destruction de l'humanité, c'est immoral, mais si tout le monde le fait et que ça ne détruit pas l'humanité, que c'est pas contre les intérêts de l'humanité, que c'est pas impossible, là, ça peut être moral. Donc, voyez-vous, dans les trois cas, les présupposés sont carrément différents, mais donnent aussi des réponses tout à fait différentes, avec des nuances qu'on peut avoir à certains endroits ou qu'on n'aura pas. Donc ça, c'est une critique de l'approche kantienne qui consiste à dire, bien dans le fond, penser qu'il existe qu'une réponse, par exemple face à l'avortement, qui va sembler être raisonnable pour tout le monde, est un présupposé qui ne tient difficilement la route parce que pour certains, l'avortement va être déraisonnable, les kantiens, mais la contraception aussi, pour les kantiens aussi. Alors que pour d'autres, l'avortement va être déraisonnable, mais la contraception ne sera pas déraisonnable. Les chrétiens, par exemple, ou les juifs. Mais pour d'autres encore, ceux qui se basent que sur la capacité à ressentir, c'est à la fois l'avortement et la contraception qui ont absolument rien de déraisonnable. Donc, dans les trois cas, ben, c'est pas une réponse pure de la raison, sinon tout le monde arrivera au même résultat. C'est une réponse qui dépend des présupposés qu'on utilise. Donc, c'est le premier type de critique, dans le fond, qu'on retrouve chez dans le petit livre là, Au crépuscule de la pensée occidentale. Ça consiste, c'est une critique qui ne s'adresse pas juste à Kant, là, d'ailleurs, qui s'adresse de façon générale aux philosophes dans l'usage de la raison lorsqu'ils négligent que la raison elle-même implique des présupposés. Cette critique-là consiste à dire, bien, oui, on doit se servir autant que possible de notre raison, de nos facultés pour bien juger, pour essayer de bien évaluer, bien discerner les choses, mais on ne peut jamais présupposer que la raison se fonde elle-même. Elle dépend de nos capacités cognitives. Elle dépend de présupposer, selon qu'on présuppose que de la matière ou pas juste de la matière, ou qu'on présuppose qu'on doit nécessairement passer par le critère d'universalisation ou qu'on présuppose qu'il faut y aller plutôt d'un point de vue pragmatique ou pratique, bien, dans tous les cas, ce qui va nous sembler raisonnable ou déraisonnable va varier beaucoup. Et choisir les critères, encore là, on peut toujours dire, ben, les critères de certains sont meilleurs que d'autres, mais ici, au nom de quoi ils seraient meilleurs? Au nom de ce qui nous semble raisonnable ou pas, mais en matière d'éthique ou de moralité, ces évaluations-là se font encore en utilisant des jugements de valeur. Donc, cette critique-là à l'égard de l'approche kantienne, elle est peut-être plus théorique, mais en même temps, elle est plus fondamentale parce qu'elle va vraiment chercher les fondements. Ça consiste à dire, lorsqu'on se réclame de la raison, faisons attention parce qu'en fait, la raison, elle n'est jamais désincarnée dans l'absolu. Elle dépend de critères, de ce qu'on présuppose comme raisonnable ou non. Et ces critères-là, il n'y a pas une entente commune, là. Il y a ultimement, la raison repose sur des critères qui, eux-mêmes, échappent à la raison jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'il faut décider dans les trois cas là, que je vous ai donné, quels critères on prend. Une autre critique qu'on retrouve, qui ressemble assez à celle-ci, mais qui vient d'un philosophe qui est d'un horizon différent, c'est chez Jacques Derrida. C'est un philosophe français qui vient de l'horizon de la déconstruction, et des horizons postmodernes, donc qui n'a pas du tout de connivence avec le premier philosophe que je vous ai mentionné tantôt. C'est un horizon très différent, mais qui aboutit au même genre de considération. C'est que Derrida va dire les mots, le langage
et aussi dépendant des usages et repose sur une certaine construction. Et si on essaie de voir, défaire la construction langagière, on se rend compte que les choses ne sont pas toujours si simples que ça. Entre autres, bien là aussi, ça va être le même genre de constellation, si on prend les mots raison et raisonnable. Ce qui nous semble raisonnable, c'est ce qui est bon. OK, ça va. Jusque-là, ça va. Mais le problème, c'est que ce qui semble raisonnable à certains va sembler déraisonnable à d'autres. Donc, lorsqu'on est dans le domaine de l'éthique, c'est pas comme dans le domaine des mathématiques. 2 plus 2, on n'a pas le choix de convenir que ça donne 4. Il y a une question là, de normes mathématiques. Mais dans le domaine de l'éthique, là, c'est plus la même chose si on dit il faut passer par l'universalisation kantienne. Mais est-ce que c'est vraiment tout le monde qui trouverait raisonnable de dire, par exemple, la contraception est immorale parce que ça détruirait l'humanité si tout le monde le faisait? On peut penser qu'il y aurait beaucoup d'objections, beaucoup de gens qui diraient oui, mais c'est pas raisonnable de penser que tout le monde va le faire, va utiliser la contraception ou qu'on devrait prendre ça comme critère. Donc, ici, la perspective de la déconstruction langagière aboutit au même type de considération. L'autre élément aussi mentionné par Jacques Derrida, c'est qu'il va dire ce qu'on considère comme vrai et aussi un peu une construction. En philosophie grecque, lorsque Platon parle des essences, les essences pour Platon, c'est ce qui va pouvoir être vrai, ce qui va être stable, le plus stable. Bien, il va utiliser un autre terme grec qui est eidos. L'eidos, en grec, littéralement, ça signifie avoir vu. Donc, Derrida va dire, c'est intéressant, déjà dans le registre perceptif, il y a quand les philosophes de la tradition platonicienne, par exemple, basent la vérité sur l'avoir vu, ils s'inscrivent dans un registre de la vision. Je vois la chose ou je la vois pas. Je la vois d'une telle façon, donc ce qui valide que je crois que c'est vrai va être différent. Alors que Derrida va dire il y a d'autres approches à l'extérieur de la philosophie grecque qui vont avoir pour modèle de vérité non pas la vision, mais l'audition. C'est la parole. Est-ce que j'ai bien entendu? Et est-ce que la personne qui me parle, est-ce que ce qui m'est adressé provient d'une source fiable? Donc, dans ce type d'approche-là, la vérité vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend est fiable seulement si on considère la source fiable. Ce n'est pas du tout les mêmes critères de vérité que si on a une approche qui vient de l'eidos, qui vient de l'avoir vu. Là, il faut le voir pour pouvoir considérer que c'est valable. Et il n'y a plus la confiance comme est-ce que je me fie à ce qui m'est dit. Donc, dans l'eidos, par exemple, la tradition aussi n'a pas la même valeur parce qu'à ce moment-là, si je dis, ouais, mais mes parents m'ont dit telle chose, oui, mais ça ne me dit pas plus, est-ce que je dois me fier à eux ou non, tant que je ne l'ai pas vu. Donc, ce n'est pas le même modèle, celui de l'eidos, de la vision, de celui de la parole, par exemple. Mais en termes d'éthique ou de moralité, là aussi, les enjeux ne sont pas les mêmes parce que, évidemment, on ne peut pas faire des constats expérimentaux pour valider le vrai du faux quand on est dans des jugements de valeur. Donc là aussi, c'est une critique qui vient de la déconstruction du langage avec Derrida qui va dire, bien, là aussi, pensez que les critères de vrai, de faux, de raisonnable, de déraisonnable, pensez que c'est absolu, c'est négligé quand même que ça repose sur ce qu'on prend pour acquis ou ce qu'on refuse de prendre pour acquis. Autre type de critique qui va un peu dans le même sens va venir de Michel Foucault, c'est qu'il va dire, bien, là aussi, ce qui nous semble acceptable ou inacceptable varie en fonction des époques, des paramètres sociaux aussi. Et on peut se retrouver dans des situations où ce qui aurait été considéré comme de très bonnes références n'est pas du tout accepté à d'autres époques comme des références valables. Donc, là aussi, ça a un impact sur qu'est-ce qu'on va considérer comme raisonnable ou non. Donc, dans
cette deuxième catégorie de critiques-là à l'égard de l'approche déontologique kantienne, c'est qu'ils vont dire, bien, non seulement il y a des difficultés d'application, mais même au niveau des fondements, bien, il n'y a pas le raisonnable et le déraisonnable de façon absolue où tout le monde s'entendrait nécessairement sur voilà ce qui est raisonnable éthiquement et voilà ce qui est déraisonnable éthiquement. Donc, certains vont dire, bien, l'approche kantienne vient un peu mettre un voile là-dessus, vient faire comme si était nécessairement déraisonnable tout ce qui ne passe pas les trois filtres, alors que prendre les trois filtres comme critère, c'est un choix. C'est un choix qui a ses impacts, ses conséquences. Si on prend les cas controversés, par exemple, avortement ou contraception, si on prend les trois filtres, ça a des impacts, ça a des conséquences. Si on ne prend pas ces trois filtres-là, qu'on prend d'autres critères, ben, il va y avoir d'autres positions. Donc, je vous ai mentionné 3 positions différentes, juste pour illustrer à quel point ça pouvait varier selon ce qui est présupposé comme de bonnes références ou ce qui est refusé comme présupposé ou qui est pris comme autre présupposé. Donc, ça, c'est le deuxième type de critique qu'on